La France vit-elle au-dessus de ses moyens en termes de dépenses publiques, hein, donc est-ce que la dépense publique, elle est trop élevée? C'est ce qu'on entend quand même très 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 régulièrement. Tout de suite, une précision quand même importante, c'est que pour répondre à cette question, il y a en économie, pour aller vite, il y a deux points de vue. Faut pas se mentir. Il y a des débats en économie. Donc, si vous aviez ce matin à Potron-Jacquet un économiste libéral, il vous dirait oui, bien entendu, la dépense publique est trop élevée. Il avancerait des arguments pour dire que la dépense publique est trop élevée. Je ne suis pas un économiste libéral. J'ai plein de défauts dans celui-ci. Et donc, je suis un économiste keynésien. Et donc, moi, le point de vue que je vais soutenir, c'est le point de vue que la dépense publique, c'est extrêmement utile, y compris pour le privé. Voilà. Donc, mais que les choses soient claires, sur cette question-là, il y a des débats, comme tout domaine économique. Il y a des débats avec deux grandes cohérences, pour aller vite, qui s'opposent, les libéraux d'un côté et les keynésiens de l'autre. Je vais vous présenter le plan que je vais suivre. Dans un premier temps, on va revenir un peu sur c'est quoi la dépense publique. Nous allons voir que y a sur ce sujet-là, il y a des choses qui sont relativement peu connues. Vous entendez régulièrement dire ah là là, la dépense publique c'est 56% du PIB. C'est colossal. Même quand un économiste keynésien entend ce chiffre, souvent il est un peu gêné sur le thème. On a été un peu loin quand même. 56%, c'est quand même beaucoup. Sous-entendu, il reste que 44% pour le privé, parce que c'est ça que tout le monde a en tête. Et en fait, on va voir que c'est faux. En fait, on va voir qu'on vous ment pas quand on vous dit que la dépense publique, ça équivaut à 56% du PIB. Mais on va voir, on va essayer de comprendre pourquoi. En fait, c'est pas du tout une part du PIB. C'est-à-dire que on verra notamment que quand on calcule la dépense privée, comme on calcule la dépense publique, la dépense privée, c'est plus de 200% du PIB. Donc ça va, le privé peut continuer à respirer et à vivre. On va essayer de comprendre pourquoi cela. On verra ensuite que dans la dépense publique, en fait, il y a deux grands volets. Ce sont les services publics, dans lequel on distingue des services publics individuels et collectifs. Typiquement, cette médiathèque, c'est un service public qui est financé principalement par l'impôt. Il y en a bien d'autres services publics. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis un deuxième volet, un second volet qui est le plus important en fait, ce sont les prestations sociales. Qu'est-ce qu'on distingue dans les prestations sociales, mais notamment la principale prestation sociale, c'est pas le RSA, contrairement à ce que souvent les gens ont en tête. Ce sont les retraites, bien entendu, qui est la principale prestation sociale. C'est 300 milliards. Le RSA, c'est 10 milliards. Et puis après, je conclurai un peu sur le point de vue que je soutiens, c'est qu'en fait, on vit dans des économies mixtes. Et l'une des raisons pour lesquelles on souffre, si je puis dire, pour lesquelles on a des tourments d'un point de vue politique, c'est parce qu'on ne l'assume pas. Voilà, on n'assume pas qu'en fait, dans tous les pays du monde, y compris dans les pays qu'on appelle des pays libéraux, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en fait, il y a de l'intervention publique qui joue un rôle très très grand. D'accord. Tout ce que je vais vous dire, je vais revenir à l'occasion, les services publics, ça existe aux États-Unis, heureusement pour les Américains. Heureusement pour les Américains que toute la retraite n'est pas privée. Il y a des fonds de pension aux États-Unis, mais en fait, les fonds de pension, ça prend en charge la complémentaire retraite, ce qu'on appelle la Gire-Clarco en France. Mais en fait, dans tous les pays du monde, il y a des services publics, il y a des prestations sociales, etc. Et que on a du mal à l'assumer. Tous les historiens sont d'accord pour dire que le XXe siècle, c'est un siècle court, en fait. C'est-à-dire qu'il a commencé avec la Première Guerre mondiale, mais en fait, avec la Révolution russe. Et puis, c'est terminé en 1989. Voilà. Donc, ce qui a marqué le XXe siècle, c'est l'opposition entre capitalisme et communisme. Très bien. Bon, c'est terminé. C'est terminé en 89 pour les vite. Bon. Et depuis lors, on est dans quelle situation? On est dans une situation où on a un système qui, d'un point de vue économique, domine, qui est ce qu'on appelle le capitalisme. Très bien. Bon. Il y a des gens qui sont pour le capitalisme, il y a des gens qui le critiquent, très bien, ça fait partie du débat, c'est plutôt bienvenu. Par contre, un des gros problèmes qu'on a, c'est que quand on regarde, y compris les études un peu sérieuses sur le sujet, faites par des politologues de Sciences Po, tout ça, on s'aperçoit que les gens, en fait, considèrent que le fait qu'on vive dans une société où il y a tant d'inégalités, c'est pas bien, quoi, c'est pas, voilà. Tout le monde a en tête le fait que le capitalisme, ça creuse les inégalités, etc. Mais enfin, on n'a rien inventé de mieux pour créer de la richesse, finalement, et puis finalement pour que ça bénéficie à tous. Voilà. Il n'y a pas d'alternative. Bon, moi, le point de vue que je soutiens, en fait, c'est que sans qu'il y ait nécessité, d'ailleurs, de supprimer tout le capitalisme, c'est-à-dire toute l'initiative privée, moi, je suis absolument opposé à ça. Ça n'a pas de sens d'essayer de tout nationaliser. Voilà, le pays au monde, petite parenthèse, qui a supprimé le plus d'emplois de fonctionnaires ces 10 dernières années, c'est pas la Grèce, c'est pas le Royaume-Uni, c'est pas je sais pas quoi, c'est Cuba. Ils avaient été jusqu'à 85% de fonctionnaires. Bon, ils ont jugé que finalement, les coiffeurs, les agriculteurs, fonctionnaires, ça fonctionnait pas très bien et que, voilà. Donc, ils ont planifié le fait qu'il y ait un quart de fonctionnaires en moins, c'est beaucoup, hein. Bon, bref. L'alternative, en fait, elle est déjà là, hein. Elle est déjà là. C'est qu'en fait, on vit dans des économies mixtes, hein. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers d'activités qui échappent au capital. On va voir que c'est énorme, les services publics, on va voir que
Le service public, c'est 30% des emplois, une bonne part des prestations sociales, etc. Et que je pense qu'il y a besoin, à côté de l'initiative privée, qui peut prendre d'ailleurs une forme non capitaliste, c'est tout ce qui est le secteur, le tiers secteur, les associations, les mutuelles, les coopératives, tout ça, c'est pas public. Une association, c'est pas public, ça n'a pas un statut public, c'est privé. C'est libéral en un sens, on est libre d'adhérer à une association, à une mutuelle, à une coopérative, mais c'est pas capitaliste en fait. Et ça représente 10% des emplois, donc c'est beaucoup. Voilà. Donc moi, mon point de vue, c'est de dire qu'en fait, il faut développer ça. En fait, voilà, il faut développer des économies mixtes. Alors ça peut paraître un peu, un peu fade de dire ça, mixte. Bon, ça peut. Mais en fait, il y a quelque chose, à mon avis, de très révolutionnaire dans tout ça. On peut dire les choses autrement. Il faut essayer de relier maintenant. Suite aux tragédies du XXe siècle, il faut essayer de relier deux continents qu'on n'a pas du tout reliés, qui est la sphère du politique. Et dans la sphère du politique, tout le monde est d'accord à peu près, sauf les agités du bocal. Enfin, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien de vivre en démocratie. Ce qui est au cœur de la démocratie, c'est le principe une personne, une voix. C'est quand même très joli, voilà, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit à bac+10 ou à bac-10, on compte que pour un, c'est quand même assez joli, je pense, comme système. Voilà, donc il y a le politique qui est organisé sur le mode de la démocratie, puis il y a l'économie. Voilà, qui n'est pas organisé sur le mode de la démocratie. Je pense qu'il est important aujourd'hui de relier c'est donc ces deux continents, d'essayer d'inventer ce qu'on pourrait appeler une économie républicaine, en quelque sorte, c'est-à-dire quelque chose qui signifie pas supprimer l'initiative privée. Voilà, parce qu'il y a besoin, comme disait le général de Gaulle, il y a besoin de marché, ça dégourdit les gens, la concurrence, etc. Mais le marché ne peut pas tout, poursuivait-il. Voilà, il y a besoin, en surplomb du marché, il y a besoin d'intervention publique parce que l'intérêt général n'est pas réductible aux jeux des intérêts particuliers. La société n'est pas une somme d'individus. Et donc, il y a besoin d'intervention publique et on va voir ce que ça donne dans le champ de l'économie. Donc, la dépense publique en France, je vais vous donner les chiffres de 2016. On a les chiffres en mai, en fait. Donc, les chiffres de 2017 stabilisés, consolidés, on les a par les comptes de la Nation en mai. Donc là, je vais m'appuyer sur les chiffres de 2016. Mais enfin, de toute façon, ça bouge pas beaucoup. Il suffit d'ajouter quasiment 1% à chaque fois pour avoir les chiffres de 2017. Donc, les ordres de grandeur n'ont absolument pas changé. La dépense publique en 2016, c'était 1257 milliards. Et ça représente bien 56% du PIB qui fait un peu plus de 2200 milliards. Dans cette dépense publique, donc il y a, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a deux principaux volets. Après, il y a plein de petits trucs. Il y a les services publics et puis il y a les prestations sociales. Dans la dépense publique, il y a une série de subventions, plein de subventions en fait aux entreprises. Il faut savoir que en fait, les prestations et transferts, ce qu'on appelle toutes les prestations sociales et les transferts, qui peuvent prendre la forme de subventions aux entreprises, etc., aux ménages aussi, tout ça, ça représente 60% de la dépense publique. D'accord ? C'est plus de la majorité, c'est de loin plus de la majorité. Et donc, on a dans la dépense publique plein de subventions. Alors, notamment, c'est assez étonnant, on comptabilise notamment le CICE. Vous savez, le CICE, c'est le crédit impôt compétitivité emploi qui a été introduit sous Hollande, qui existe toujours, qui a même été approfondi là au 1er janvier 2018, qui a été augmenté. Mais enfin, ça représente plus de 20 milliards d'euros, donc ça représente 1% du PIB. Alors, le crédit impôt compétitivité emploi, en fait, ça, pour la plupart des entreprises, c'est quoi ? Elles payent normalement un impôt sur les sociétés, et en fait, on leur réduit cet impôt sur les sociétés en fonction de la masse salariale qu'elles ont pour les salaires compris entre un SMIC et 2,5 fois le SMIC. Bon, très bien. Donc ça veut dire que l'État touche moins. Il reçoit moins de recettes puisqu'il reçoit moins. Mais comme pour les entreprises qui font pas de bénéfices, les entreprises qui vont pas très bien, qui font pas de bénéfices, qu'est-ce qu'on fait ? L'État leur verse un chèque. Et donc comme de temps en temps, parfois, rarement, mais ça arrive, l'État verse un chèque plutôt que d'avoir de moindres créances, eh bien on considère par convention que tout le CICE, c'est de la dépense publique. Vous voyez ? D'accord ? Bon, donc vous voyez que dans la dépense publique, on ajoute plein de choses, voilà, et qui ont peu de rapport entre eux, et c'est pour ça on va comprendre progressivement pourquoi c'est pas une part justement du PIB. Bon, il y a des transferts à l'Union européenne, les intérêts de la dette publique. Ah, bon, les intérêts de la dette publique, c'est 40 milliards. Voilà, on me dit, monsieur, c'est pas rien. Ouais, mais enfin bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, quoi. On entend souvent chez les libéraux et chez certains contestataires du libéralisme, c'est certains gauchos radicaux pour aller vite. On a parfois des affiches dans les rues de Paris sur le thème ouais, faut plus rembourser la dette, ça coûte trop cher, puis ça va aux banquiers, ça va aux financiers, c'est dégueulasse, tout ça. Moi, je dis tout ça que ce discours-là, en fait, c'est un discours qui est un discours qui conforte le point de vue libéral, paradoxalement. C'est-à-dire le point de vue des libéraux, c'est de dire, vous entendez souvent ça, la dette publique nous étouffe, à cause de la dette publique, on ne peut plus rien faire. La dette publique, c'est 95% du PIB, quasiment 100%.
Quand vous entendez que la dette publique, c'est 95% du PIB, vous avez bien compris que c'est pas une part du PIB, parce que s'il fallait qu'on consacre 95% de la richesse qu'on crée chaque année à simplement payer la dette, ben on serait vraiment très très mal. Et les Japonais qui sont à 240% de dette publique seraient obligés de se faire un harakiri. Donc voilà, bon, c'est pas le cas. En fait, la dette publique, c'est pas une part du PIB. On compare à nouveau, c'est pas bête de faire ça. Hein. Un chiffre, la dette publique, et puis on la compare à un indicateur connu, familier, qu'est le PIB, mais c'est pas une part. Le véritable poids de la dette publique, en fait, en France, il est au maximum de 2%. D'accord ? De 2%, c'est les intérêts qu'on paye chaque année. Et en fait, quand je dis ça, le poids réel de la dette publique en France, il est négatif, en fait. Il est négatif, pourquoi ? Qu'est-ce qu'a fait l'agence France Trésor pour les qui gère la dette publique en France ? Elle a payé, l'année dernière, tout comme les années précédentes, elle a payé à peu près 40 milliards d'intérêts. Elle a remboursé à peu près 100 milliards de capital qui arrivait à échéance, d'accord ? Des titres d'emprunt public. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Ben, en fait, elle a emprunté près de 200 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, elle a emprunté, les États, ils empruntent pour rembourser. Ils ont toujours fait ça comme font les grandes entreprises. Voilà. Les ménages ne peuvent pas faire ça. Enfin, on peut le faire dans un premier temps. Quand on est jeune, on emprunte, puis une fois qu'on a remboursé son emprunt, on réemprunte, etc. Mais vous avez bien compris qu'un ménage, c'est mortel. L'État, lui, il est immortel. Et donc, il fait courir sa dette. C'est pas du tout gênant. Moi, je dis toujours à mes étudiants que la dette, c'est comme le chocolat. C'est génial, la dette. C'est une superbe invention de l'humanité. Ça permet de lancer des activités pour le privé comme le public. D'accord ? Et donc, comme le public investit, on va le voir, c'est très bien qu'il y ait de la dette publique. La dette publique, les déficits publics, c'est très, très bien. Après, la dette, c'est comme le chocolat, il peut y avoir des excès de chocolat. D'accord ? Donc, bien entendu, on est dans une situation où il y a des excès de dette privée d'abord. D'accord ? Mon point de vue, c'est que c'est à cause du néolibéralisme. Bon, bref, qu'il y a eu creusement des dettes. Puis de la dette publique, au début des années 80, en 82, dernière grande relance keynésienne, c'était 25% du PIB. Hein. D'accord ? Donc, c'est suite au tournant néolibéral, en fait, qu'on a eu creusement des dettes publiques parce qu'il y a moins de croissance. Donc, le dénominateur augmente moins vite, puis surtout il y a moins de recettes, on a fait des cadeaux fiscaux aux plus riches, etc. Donc, bon, enfin, dans tous les cas, la dette, c'est 2% du PIB. Durant les 30 glorieux, c'était 1% du PIB. Bon, maintenant, c'est 2. C'est plus. D'accord ? Mais enfin, on peut pas dire que c'est la dette qui nous étrangle, quoi. Voilà. Hein. Pourquoi la dépense publique, c'est pas une part du PIB ? Pour bien expliquer ça, qu'est-ce que c'est que le PIB, en fait ? C'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. En fait, ça mesure la richesse monétaire créée au cours d'une année dans les pays, d'accord ? Voilà, ça mesure que ça. Alors c'est vrai que c'est pas d'indicateur écologique, ça mesure pas le bénévolat, ça mesure pas le travail domestique des femmes, etc. C'est très bien d'ailleurs que ça ne mesure pas, d'accord ? Parce que si on le mesurait, on arriverait à des catastrophes. Vous allez tout de suite comprendre après pourquoi. Alors pourquoi moi je trouve que le PIB c'est absolument un indicateur merveilleux ? C'est parce qu'en fait, c'est valable dans tous les pays du monde. Hein. C'est une commission de l'ONU qui édicte les règles de comptabilité nationale. Donc c'est voilà, ce que je vais vous dire est valable pour tous les pays du monde. En fait, vous arrivez au même chiffre par 3 approches différentes, exactement au même chiffre à l'euro près. Approche qu'on appelle l'approche production, en fait, c'est une somme de valeur ajoutée. Donc le PIB, c'est la somme des valeurs. Quand on dit valeur ajoutée, c'est pas exactement la production. Imaginons que la table, là, elle vale 100 euros. Le producteur de table, il avance 100 euros, mais en fait, il y a 50 euros de bois, de je sais pas quoi, de métal, de vis, qui a été produit par d'autres, voilà, qu'il a acheté. D'accord ? Et donc, qui est comptabilisé comme la valeur ajoutée d'autres entreprises. Donc, le PIB, c'est une somme de valeur ajoutée. On enlève ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Hein, si la table vaut 100 euros, qu'il a fallu acheter 50 euros de bois, de vis, etc., en fait, la valeur ajoutée, ce n'est que de 50 euros. Très bien. Bon, c'est une somme de valeur ajoutée. Et alors, tout de suite, une précision importante. Dans cette valeur ajoutée, il y a quoi ? Depuis 1968, l'ONU dit aux pays, écoutez, depuis 53, c'était la première règle, le premier système de comptabilité nationale en 53. Depuis 53, je vous ai dit de bien prendre en compte que quelqu'un qui travaille dans les services, c'est productif. D'accord ? Eh bien, en 68, maintenant, je vous dis, je réaffirme, je vous répète de dire de bien prendre en compte dans vos systèmes de comptabilité que quelqu'un qui travaille dans les services, c'est productif. Mais je précise, y compris les fonctionnaires. Et donc, depuis 68, dans tous les pays du monde, on considère, à juste titre, qu'un fonctionnaire, c'est pas simplement utile, Non, ça crée de la richesse monétaire. En France, la contribution au PIB des fonctionnaires, c'est de l'ordre de 360 milliards. D'accord ? C'est beaucoup, c'est 18% du PIB. D'accord ? C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Tout de suite, un point important. C'est beaucoup, pourquoi ? Parce que la contribution au PIB des fonctionnaires, c'est 360 milliards. Ça représente un tiers, quand même, de la contribution au PIB des salariés des entreprises de droit commun, ce qu'on appelle les sociétés non financières. D'accord ? Alors vous allez me dire, monsieur, comment on arrive aux 2200 milliards du PIB ? Il en manque, d'accord ? Et en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les ménages, d'accord, aussi, qui contribuent beaucoup au PIB. Dans les ménages, il y a les entrepreneurs individuels, les artisans, les commerçants, à peu près 10% des emplois. Il faut savoir que par convention, on considère qu'un propriétaire de logement contribue au PIB. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va retrouver la chose du côté de la demande, d'accord ? Bon, bref, il y a les sociétés financières, à peu près 100 milliards. Bon, bref, ce qui change en fait avec un service public, c'est qu'en fait, c'est délivré essentiellement gratuitement, d'accord ? Majoritairement gratuitement, et donc c'est pas payé directement, mais c'est pas gratuit.
Un service public, c'est pas gratuit. Il faut le payer parce que les gens qui le produisent sont payés, c'est bien normal. Et on le paye comment? Par l'impôt. En fait, l'impôt, ça joue exactement le même rôle que le prix du petit croissant ou du petit café. Exactement, c'est un prix socialisé. Et c'est généralement moins coûteux de faire comme ça, parce que je vous assure que si vous sortiez votre carte bleue pour marcher sur chaque trottoir ou pour entrer dans un commissariat, etc., ça serait très coûteux, en fait. Voilà. Donc, c'est un prix socialisé. Dans le PIB, donc, première approche, production, dans lequel il y a la production des services publics. Deuxième approche, et c'est pour ça que c'est merveilleux, l'approche demande. Le PIB, c'est l'approche demande. Il y a deux grands types de biens ou de services qu'on demande. Des biens ou des services de consommation, ce qu'on consomme, et puis des biens ou des services d'ailleurs d'investissement. D'accord? Donc il y a deux grands volets, consommation, investissement. Consommation, c'est 80% du PIB. D'accord? Voilà, en France, comme dans tous les pays développés, 80% du PIB. D'accord? Investissement, c'est 20%. Et donc on arrive exactement au même chiffre. Ben, c'est normal, ce qui est produit est dépensé. Dépensé sous quelle forme? Soit consommation, soit investissement. Okay. Et troisième approche, on arrive exactement toujours au même chiffre, l'approche revenu. Le PIB, c'est quoi? Soit des salaires, soit des profits. Bon, en fait, quand on gratte un peu, il y a aussi le revenu mixte des entrepreneurs individuels, tout ça. Mais enfin, globalement, mais en sachant que dans les salaires, on met toutes les cotisations sociales, qu'elles soient salariés ou employeurs, hein, d'accord? On considère que ça fait partie du coût, c'est du salaire, d'accord? Et donc, quand vous êtes un économiste libéral, vous dites, bah, ce qui est important, c'est combien on produit de richesses. Et pour savoir combien on produit de richesses, il faut aller voir dans le compte de revenus, est-ce que le profit se porte bien? D'accord? Parce que c'est le profit qui est le moteur de l'entreprise, de l'économie capitaliste. D'accord? Quand vous êtes un économiste keynésien, le premier compte que vous allez voir, c'est les mêmes comptes, hein, mais vous avez une façon différente de les lire, vous allez voir les comptes de demande. Parce que pour un keynésien, c'est la demande qui tire la production. C'est la demande qui est première. Les entreprises, elles ne produisent pas comme ça pour le plaisir de produire, elles produisent si elles anticipent qu'elles vont pouvoir vendre plus. Elles produisent, elles embauchent en fonction de la demande. Donc vous allez voir le compte de la demande. Si vous êtes un économiste marxiste, ben en fait, vous faites comme les libéraux. Vous allez voir d'abord le compte de production, la production, ce qui est important, et en économie capitaliste, pour voir si le capitalisme est capable de produire de la richesse ou s'il est en crise, il faut aller voir les comptes de revenus. D'accord? Donc en fait, il y a d'un côté les libéraux et les marxistes, paradoxalement, et puis de l'autre côté les keynésiens, qui ont deux lectures diamétralement opposées de la façon dont fonctionne l'économie. Comme je suis keynésien, mais je vais plutôt insister sur le côté demande. Qu'est-ce qu'il y a donc dans la dépense publique? On va voir pourquoi c'est pas une part du PIB. On distingue les dépenses de fonctionnement. Vous lisez la dernière colonne. Donc, dépenses de fonctionnement, 406 milliards. Hein, le total de la dépense publique, on retrouve là 1257 milliards, ce que je vous disais tout à l'heure, là. Hein. Et on a dedans, on a quoi? On a 400 milliards de dépenses de fonctionnement, dont à peu près de 300 milliards de salaires versés. OK. Et alors, tout de suite, vous allez comprendre pourquoi c'est pas une part du PIB, c'est le plus simple. Dans la dépense publique, on comptabilise les consommations intermédiaires. D'accord? C'est-à-dire l'électricité là qu'utilise la médiathèque, vous avez bien compris que c'est pas elle qui la produit, elle l'achète à EDF. D'accord? Les voitures, l'essence dans les voitures des collectivités locales, etc. C'est acheté. C'est ce qu'on appelle des consommations intermédiaires. D'accord? Hein, c'est-à-dire que la médiathèque là, Marguerite Duras, elle contribue au PIB. Hein. Les gens qui bossent ici vont être contents. Vous augmentez le PIB en fait. Vous augmentez le PIB, mais par ailleurs vous faites votre production est supérieure en quelque sorte. Vous utilisez des consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires, c'est pas énorme pour les administrations publiques. Hein. Là, j'ai mis toutes les administrations publiques. Hein. Tout de suite, il y a l'État, les collectivités locales, la Sécu, tout est dedans. Hein. D'accord? Dans les administrations publiques, il y a trois grands volets. Il y a l'État, les collectivités locales et les administrations de sécurité sociale. 100 milliards, c'est les consommations intermédiaires. C'est pas énorme. Enfin, c'est quand même 100 milliards. Mais vous avez bien compris que si on fait la même chose, le raisonnement qu'on l'applique au privé, ben c'est pour ça que la dépense, c'est l'une des raisons pour laquelle la dépense privée, c'est 200% du PIB. C'est que les consommations intermédiaires pour le privé, c'est très important. D'accord? Hein, je vous dis, dans la plupart des entreprises, en fait, la valeur ajoutée, c'est que la moitié de la production de l'entreprise. Hein, la table, là, elle est vendue 100 €, mais en fait, il y a 50 € de consommation intermédiaire. D'accord? Et il ne faut pas les comptabiliser. Et 50 € de consommation intermédiaire qui ont été produits déjà en amont par le producteur de vis, le producteur de bois. D'accord? Et donc, c'est pour ça que quand on calcule le PIB, on enlève ça, parce que sinon, on comptabilise deux fois la même chose. Si vous comptabilisez 50 € de vis, plus 50 € de vis qui sont dans la table, voilà. Donc, le PIB, c'est une somme de valeur ajoutée. Donc, c'est production moins consommation intermédiaire. Donc là, en fait, quand on calcule la dépense publique, on a mis au numérateur des consommations intermédiaires qui ne sont pas au dénominateur. Vous avez bien compris que si vous faites des parts de gâteau avec des ingrédients qui ne sont pas dans le gâteau, il y a un truc qui va pas, quoi. Pour faire le partage du gâteau, il y a un truc qui va pas. D'accord? Bon. Rémunération des salariés, très bien. Donc, les intérêts de la dette, 42 milliards. Alors, tout de suite, une petite parenthèse, vous avez vu, la dette publique, elle a augmenté depuis 2008, mais en fait, on paye moins d'intérêts. D'accord? Pourquoi? Donc ça nous coûte moins cher en fait. Hein. La dette publique, on était à 65% du PIB en 2007. D'accord?
Il y a eu la crise, donc explosion de la dette publique, parce qu'il a fallu sauver l'économie, les banques, tout ça. Bon bref, ok, donc la dette publique, elle a bien augmenté, on est passé de 65 à 95% du PIB, mais les intérêts de la dette ont baissé. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont fortement baissé, parce que les banques centrales, et c'est très bien, elles sont intervenues pour dire il ne faut pas que les taux d'intérêt soient élevés. Donc, voilà. Donc les banques centrales, quand elles le veulent, elles ont les moyens de faire en sorte que les taux d'intérêt soient faibles, et donc que les États ne soient pas étouffés par la dette. Encore faut-il qu'elles le veuillent. Énorme poste, 730 milliards, je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, prestations et transferts. Et donc, prestations et transferts, là, on comprend pourquoi c'est pas une part du PIB. Pourquoi? Parce qu'en fait, le PIB, je vous dis, il y a 3 approches. Approche production. En fait, l'approche production, on va y revenir, c'est les services publics, d'accord, dans lequel il y a les salaires. Les salaires, ça renvoie à l'approche production, d'accord. Pour produire, il faut verser des salaires, très bien, etc. Il y a l'approche demande et il y a l'approche revenu. Mais en fait, la dépense publique, ça mélange les éléments des 3 approches. Et ça en rajoute d'autres, notamment les consommations intermédiaires. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas une part, c'est pour ça qu'on n'est pas en présence d'une part du PIB. Quand vous faites la dépense privée, c'est-à-dire que vous ajoutez les salaires versés, on sait le faire, hein. Vous avez ajouté tous les salaires versés par les entreprises privées. D'accord? Je ne parle même pas des entreprises financières, parce que là, on est à 400, 500% du PIB. Donc, je mets de côté les sociétés financières, les banques, tout ça. Je prends que les ménages et les SNF. D'accord? Les ménages et les sociétés non financières. Donc, quand vous ajoutez les salaires versés par les entreprises, d'accord? Les consommations intermédiaires, c'est énorme. Déjà, c'est plus que voilà. Vous ajoutez toute une série de prestations, de transferts, d'impôts qu'elles payent. D'accord? Parce que bon, l'État en paye peu, mais enfin, les entreprises en payent beaucoup. Bah, vous arrivez à 200% du PIB. Formation brute de capital fixe, ça c'est l'investissement. Hein, c'est un terme un peu lourd, la FBCF. Hein, c'est l'investissement, voilà. Hein, et donc on s'aperçoit que en France, d'ailleurs, l'investissement a baissé ces 4 dernières années. D'accord? C'est pas terrible. Hein, l'investissement public a baissé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a baissé de 10% suite à l'austérité organisée depuis 3 ans. Ce qui a énormément bougé dans tous les pays du monde, hein, c'est valable pour la France, c'est valable dans tous les pays, c'est les prestations sociales, en fait. C'est ça qui explique pourquoi la dépense publique, en pourcentage du PIB, a augmenté. C'est les prestations sociales. Vous avez vu, c'est la ligne verte d'abord. Alors, dans les prestations sociales, tout de suite, on distingue 2 volets. Il y a ce qu'on appelle les prestations sociales autres que les transferts sociaux en nature. Pour faire bref, c'est les prestations sociales en espèces. C'est les prestations qu'on vous donne, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on dit en espèces. D'accord? Donc, premièrement, c'est les retraites. D'accord? Un retraité, il a ses prestations retraite, il peut faire ce qu'il veut avec. Et la CNAV n'a pas le droit de l'appeler sur le thème. Enfin, vous avez utilisé votre pension pour aller je sais pas quoi. Bah oui, je suis libre. D'accord? Voilà. Bon. Donc, c'est valable pour les retraites, c'est valable pour les allocations chômage, les allocations familiales, le RSA. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, tout comme n'importe quel revenu, d'accord, tout comme un salaire ou un revenu du patrimoine, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on dit prestation sociale en espèces. Donc on voit, et ça c'est le principal poste, hein, vous avez vu, donc là c'est en pourcentage du PIB, à nouveau, d'accord. Donc on voit la ligne verte là qui augmente. C'est le cas dans tous les pays du monde, mais c'est vrai que c'est le cas aussi en particulier en France, parce que la France, on est le pays au monde qui a fait le choix social de bien faire vivre ses retraités. On est le pays au monde où le taux de pauvreté chez le retraité est l'un des plus faibles. Voilà, où le niveau de vie des retraités est proche de celui des actifs. Voilà, ça ne veut pas dire que les retraités roulent sur l'or. Voilà, mais enfin, voilà, on a fait ce choix-là. Je pense, moi, qu'on devrait en être très, très fiers. D'accord? Voilà, d'avoir quasiment éradiqué la pauvreté chez les retraités, alors que c'est une pauvreté très importante encore en 70, à la fin des 30 Glorieuses. Je trouve que c'est très bien. Bon, bah voilà, il faut le payer maintenant. Donc ça veut dire que, effectivement, les cotisations sociales qui servent à payer ces retraites sont plus élevées qu'ailleurs. Bon, enfin bref. Après, il y a les salaires. On voit que les salaires, ça c'est les salaires versés aux fonctionnaires, hein. Ils ont augmenté durant les années 70. Il y a eu un boom de l'État social, en fait, sur tous les postes dans les années 70. Mais après, c'est relativement stable. On est à peu près à 13-14%. Et on est dans la moyenne de l'OCDE. D'accord? C'est-à-dire les salaires versés aux fonctionnaires, on n'est pas au-dessus. D'accord? On n'est pas sensiblement au-dessus de ce qui existe dans les autres pays. D'accord? Voilà. Donc, ce qui explique pourquoi la dépense publique en France, en pourcentage du PIB, est plus élevée qu'ailleurs, c'est pas le salaire des fonctionnaires. C'est les prestations sociales, en fait. Ce sont les prestations sociales qui expliquent pourquoi la dépense publique est plus élevée qu'ailleurs. Bon, après, vous avez les prestations sociales en nature, c'est le deuxième volet des prestations sociales. Les intérêts de la dette, bon, je vous l'ai dit, regardez, on était à 1% du PIB durant les 30 Glorieuses. Maintenant, on est à 2. Bon, d'accord. Et puis, l'investissement public, qui lui, par contre, a tendance à décliner légèrement, c'est la ligne bleue, hein, à peu près de 3% du PIB dans l'investissement public. Très rapidement, sur la dépense publique, c'est la moyenne de l'OCDE, hein, c'est pas que la France. Ce qu'on observe en France, on le voit dans tous les pays de l'OCDE, on a une tendance à la hausse de la dépense publique en pourcentage du PIB. Ça baisse un peu avec le tournant néolibéral dans les années 90. Hein, donc la dépense publique, elle n'a pas augmenté sans arrêt, hein, mais ça réaugmente suite à la crise de 2008. Pourquoi ça réaugmente suite à la crise de 2008? Essentiellement, c'est l'effet dénominateur. Hein. C'est-à-dire que quand on rapporte n'importe quel, en l'occurrence la dépense publique au PIB,
le ratio global, il va dépendre de deux chiffres, le numérateur et le dénominateur. Si le dénominateur il baisse, le ratio global il augmente. Et donc on a des effets dénominateurs qui sont massifs. Quand il y a une reprise de l'activité, la dépense publique elle a tendance à baisser, non pas parce qu'elle a pas tendance à baisser en volume, mais parce que le dénominateur augmente plus vite. D'accord ? Mais enfin, quoi qu'il en soit, dans tous les pays de l'OCDE, la tendance longue, c'est, sur longue période, au-delà des cycles conjoncturels, c'est une tendance à l'accroissement de la dépense publique. Pourquoi ? Tout simplement, on a plus de retraités. Le baby-boom se transforme en papy-boom, et c'est une très bonne chose. L'espérance de vie augmente en plus. D'accord ? Donc c'est très très bien. Et on est des sociétés quand même de plus en plus riches, même s'il y a la crise, etc. Voilà, donc on a décidé, en particulier en France, de transformer ce qu'on appelait avant le risque vieillesse, antichambre de la mort, en un véritable droit au bonheur. D'accord ? Le droit au bonheur, quand on est à la retraite, voilà, on fait les voyages qu'on n'a pas fait avant, etc., etc. Et c'est quand même génial, quoi. Voilà. Bon, la santé, même chose. Il y a des progrès colossaux en matière de santé. On sait que plus une société est riche, plus elle a les moyens de dépenser pour sa santé. C'est très très bien. Voilà. Et on est à la veille d'une nouvelle frontière de révolution technologique en matière de santé, avec la recherche en génétique, etc. Toutes les grandes boîtes, Apple, Google, etc. investissent dans la santé parce que là, on est à l'aube d'une nouvelle frontière technologique. Donc c'est très important. Ça va coûter c'est très bien. Plus une société est riche, plus elle dépense pour sa santé, ça, voilà, mais c'est bon. L'éducation, même chose. Il faut une main-d'œuvre, surtout dans les pays développés, de plus en plus qualifiée. Enfin, c'est valable partout. Et donc, il faut la former. Donc, il y a besoin de plus, d'éducation. Donc, voilà. Donc, on a des tendances lourdes, qui expliquent la culture. Plus une société est riche, mais c'est génial. Plus elle a les moyens de dépenser de l'argent pour la culture, c'est génial quand même, ouvrir des médiathèques, des théâtres, c'est quand même super. Voilà, d'ailleurs, petite parenthèse, quand on fait de l'austérité, notamment en France ces dernières années, le premier poste dans lequel on coupe, dans lequel les collectivités locales sont obligées de couper, l'investissement, vous devez construire 2 crèches ou un collège et quoi, vous repoussez, vous construisez qu'une seule crèche, vous attendez, donc vous repoussez l'investissement, et le deuxième poste, c'est la culture. Et ça, c'est terrible. C'est la culture, donc il y a un véritable plan social silencieux là dans les associations culturelles. Bon, il y a des tendances lourdes qui expliquent pourquoi éducation, santé, retraite, culture, qui expliquent pourquoi en fait. Et on sait que ces postes-là, c'est mieux géré quand c'est pris en charge par le public. Voilà. Le privé, il essaye de prendre en charge la retraite, la santé, l'éducation. Oui, c'est de bonne guerre de son point de vue. Il essaye de récupérer ses activités pour faire du business. Lui, il a compris qu'il y avait des sphères entières de nos sociétés, de nos économies qui échappaient au capital, qu'on ne vivait pas dans des économies monocapitalistes, qui avait une part de notre économie qui est capitaliste, qui domine bien entendu, mais il y a une part non négligeable qui lui échappe. Lui, il a compris ça dans sa chair. Il essaye de récupérer le morceau, c'est de bonne guerre. Bon, mais quand il récupère le morceau, généralement, c'est une catastrophe. C'est à la fois plus injuste et plus coûteux. La retraite, la santé, l'éducation, quand c'est pris en charge par des entreprises capitalistes, c'est plus injuste et plus coûteux. C'est que le public, il n'a pas de dividendes à verser. D'accord ? Donc il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer. Et puis la deuxième chose, c'est que les écarts de salaire dans le public sont beaucoup plus faibles que dans le privé. D'accord ? C'est-à-dire que un salarié, un ouvrier, un employé, et 50% des gens qui travaillent en France sont encore ouvriers, employés au sens strict. Un ouvrier, un employé, il est légèrement mieux payé dans le public que ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, il est légèrement mieux payé dans le public que dans le privé. De l'ordre de 50 € par mois. D'accord ? Ok ? Mais par contre, un cadre est beaucoup moins bien payé dans le public que dans le privé. D'accord ? Et donc ça explique pourquoi le public, globalement, est moins cher, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire que le public est toujours bien géré. Il faut savoir nettoyer devant sa porte. Parfois, il y a des vrais problèmes de mobilisation du personnel. Donc les recettes, qu'est-ce qu'il y a dans les recettes ? Le principal poste de recettes, c'est, vous voyez, les recettes globales, c'est 1180 milliards. La dépense, c'était vous avez le déficit entre les deux. D'accord ? Donc 1180, c'est le total des recettes publiques. Pas qu'un simplement de l'État, y compris d'abord de la Sécu. Et qu'est-ce que vous avez ? Impôts et cotisations sociales, c'est vraiment le principal poste. D'accord, le reste, c'est des broutilles. Et vous avez dedans le rôle majeur des cotisations sociales. Alors, en sachant qu'en France, depuis l'introduction de la CSG, tout ça est un peu brouillé, puisque la CSG, officiellement, elle n'est pas comptabilisée comme cotisation sociale, elle est enregistrée comme impôt. D'accord ? Donc, dans les impôts sur le revenu, là, vous avez vu, la ligne D5, là, impôt courant sur le revenu et le patrimoine. Vous avez notamment les plus de 100 milliards de CSG. Deuxième partie, on va étudier rapidement les 2 grands volets de la dépense publique. Les services publics, donc je vous l'ai dit, les fonctionnaires sont productifs. Valeur ajoutée, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, 360 milliards. Avec 2 types de services publics qu'on distingue. Les services publics individuels, c'est-à-dire c'est individualisable. On peut dire c'est telle ou telle personne qui a bénéficié de l'éducation, de l'hôpital public, de la culture, d'accord ? Et puis collectif, c'est pas individualisable, c'est l'armée, la police, la justice, les ministères, Bercy, tout ça. Voilà, là on considère que c'est pas individualisable, d'accord ? Donc service public individuel, valeur ajoutée par les fonctionnaires qui travaillent dans les services publics individuels, un peu plus de 200 milliards, et collectif 180 milliards, d'accord ? Très bien. Alors vous allez me dire, monsieur, le total est plus élevé
deux types de services publics, individuels, collectifs. Là, on est dans l'approche demande, alors que 366 milliards, on est dans l'approche production. Là, il y a des ajustements comptables, je vous passe les détails entre l'approche production et l'approche demande, mais globalement, c'est les mêmes, ça renvoie à la même réalité, d'accord? Les services publics produits sont consommés. Ils sont consommés sous forme de services publics individuels, services publics collectifs. Faut-il privatiser les services publics? Je viens de vous en parler. Il faut que les services publics soient bien organisés. Donc il y a tout le problème de comment les organiser, etc. Voilà, il faut mobiliser, bien entendu. Mais mon point de vue là-dessus, si vous voulez, ça consiste à dire que, bien sûr qu'il peut y avoir des problèmes de fonctionnement, d'efficacité, y compris des services publics. Il y a certains services publics qui fonctionnent mal. Il y a parfois des services où il y a de l'absentéisme qui est pas justifiable, pas du tout en général. Mais voilà, c'est pas bien. Voilà. Mais si on veut bien mobiliser un collectif de travail, il ne faut pas d'abord et avant tout le stigmatiser. D'accord? Or là, on a un discours gouvernemental depuis des années qui consiste à stigmatiser. Si vous voulez, on peut dire les choses autrement. Le premier job d'un gouvernement, c'est de gérer, c'est de gouverner l'appareil, les institutions publiques. D'accord? C'est ça son job, les institutions publiques. Et quand on gère une institution publique, pour qu'elle soit bien gérée, l'institution publique, il ne faut pas d'abord commencer par la dénigrer. Quand on a des gouvernements qui ne cessent de dire « Ah, la dépense publique, elle est trop élevée », au lieu de faire leur job, c'est d'abord et avant tout de faire un travail pédagogique, de dire aux Français « Écoutez, vous savez, la dépense publique, c'est 56% du PIB, mais c'est pas une part. Voilà, c'est très utile, c'est très utile, on va le voir pour le privé. » Au lieu de faire ce travail pédagogique qui permet de vivre tous ensemble, parce qu'en fait, les institutions publiques, elles permettent de faire société. Voilà, il y a besoin de vivre ensemble, de faire société. Au lieu de faire ce job, on a un discours gouvernemental qui ne cesse de tirer, de stigmatiser, de dénigrer la dépense publique, les fonctionnaires eux-mêmes. Et donc c'est vrai que, vous voyez ce que je veux dire, on sait pertinemment que si vous voulez mobiliser quelqu'un, vous ne commencez pas par le dénigrer. Par dire, mais ton existence même, ta légitimité même est en jeu. Non, voilà, je pense que ça serait quand même mieux d'avoir enfin un discours gouvernemental qui consiste à dire, les fonctionnaires sont très utiles, et maintenant, puisque c'est très utile, il faut bien entendu que ça soit bien géré, il y a des choses à revoir, etc., comme dans le privé. Je pense que ça serait bien qu'on arrive à embrayer un jour dans ce type de discours plus positif, plus mobilisateur que celui qu'on a. Donc là, regardez, j'ai mis la part de la valeur ajoutée par les administrations publiques, en pourcentage à nouveau du PIB. Bon, la France, on est en vert, vous avez vu, donc on est plutôt dans le peloton de tête. Au-dessus de nous, il y a le Danemark, la Suède, très bien. Et en dessous, regardez, vous avez les États-Unis, le Japon, c'est la dernière ligne bleue en bas, c'est le Japon, d'accord? Donc on voit qu'il y a des différences entre les pays. Pourquoi la dépense publique, par exemple, en France, on est plus élevé qu'en Allemagne? D'abord, le fait que, par exemple, en Allemagne, il faut savoir que les hôpitaux publics, ils existent. Mais parce qu'ils sont gérés en partie pour un tiers d'entre eux par des églises dans les conseils d'administration, etc., ou par des syndicats, tous les hôpitaux publics qui existent en Allemagne, en fait, ils ne sont pas comptabilisés dans la dépense publique. Aux États-Unis, vous avez de la santé publique, heureusement pour les Américains. La moitié des dépenses de santé américaines, c'est public. Medicare, pour les plus de 65 ans, Medicaid pour les pauvres. D'accord? Mais enfin, vous avez la moitié de la dépense de santé américaine qui est privée. Et donc, c'est pas comptabilisé dans la dépense publique. D'accord? En fait, les gens payent des cotisations sociales à la fin de chaque mois, les entreprises. Mais c'est des cotisations privées, donc ça ne rentre pas dans les prélèvements obligatoires non plus. D'accord? Ok. Bon. Donc en France, si vous voulez, la raison pour laquelle, par exemple, notre dépense publique est plus élevée qu'en Allemagne, c'est quoi? Les hôpitaux, les retraites complémentaires. En France, on est le seul pays au monde, quasiment, où les retraites complémentaires, c'est obligatoire et en répartition. D'accord? Dans la plupart des pays au monde, il y a des retraites complémentaires, la GIRC et l'ARCO en France. Mais en fait, c'est pas obligatoire légalement, même si la plupart des gens en bénéficient. Et ça peut être géré en partie par capitalisation. D'accord? Ça rentre pas dans la dépense publique. Par ailleurs, sur les retraites de base, en France, on fait plutôt bien vivre nos retraités. D'accord? Et donc, comme on fait plutôt bien vivre nos retraités, la part pour les retraites est plus élevée, à la fois parce qu'on fait mieux vivre nos retraités qu'ailleurs, d'accord, et parce que on a nos retraites complémentaires qui sont comptabilisées dans la dépense publique, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Bon, en Allemagne, et pour des raisons historiques que vous connaissez, le poids de l'armée est plus faible. L'éducation, quand ils ont moins d'enfants, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, le poids de l'éducation est aussi plus faible. Voilà, quand vous additionnez tout ça, vous voyez pourquoi en France on a des dépenses publiques qui sont plus élevées. Par exemple, là j'ai pris l'exemple de l'Allemagne, mais on pourrait prendre plein d'autres illustrations. Alors là, on n'a que des données OCDE depuis 1995. Il n'y a pas de tendance à la hausse massive sur cette part-là de la dépense publique qui sont les services publics. D'accord? Ça a augmenté suite à la crise de 2008. Pourquoi? Pas parce qu'on a embauché plein de fonctionnaires en 2008. C'est parce que, effet dénominateur, en fait, le PIB s'est contracté, donc comme le numérateur lui a pas baissé, ça a augmenté très bien. Enfin là, sur ce premier volet, en fait, il y a une relative stabilité, d'accord, sur le premier volet, quel volet service public. Le plus gros morceau de la dépense publique, vous avez bien compris, ce sont les prestations sociales. Il y a un premier volet de la dépense publique, on l'a vu, c'est des sommes qui sont prélevées sous forme qui servent à payer les fonctionnaires, pour aller vite.
mais la plus grosse part de la dépense publique, plus de la moitié de la dépense publique, ce sont des sommes qui sont prélevées et qui sont immédiatement reversées aux ménages. Ça ne fait pas vivre des fonctionnaires, hein, sous forme de prestations sociales. D'accord ? Et donc, dans les prestations sociales, vous avez deux volets. Les prestations sociales en espèces, que je vous annonçais tout à l'heure, 443 milliards, donc principalement les retraites. D'accord ? 300 milliards de retraites, mais vous avez aussi les allocations chômage, le RSA, les allocations familiales. D'accord ? Donc voilà. Et puis deuxième volet, ce qu'on appelle les transferts sociaux en nature de produits marchands. C'est quoi ? C'est la part remboursée des consultations de médecine libérale, des médicaments, les allocations logement. Ça fait partie de la dépense publique. D'accord ? C'est des sommes qui sont prélevées, qui sont reversées aux ménages pour leur permettre de payer quoi ? Les médicaments qui bénéficient aux industries pharmaceutiques, les médecins libéraux, vous voyez ce que je veux dire, et les allocations logement qui servent aux propriétaires, enfin qui servent à payer une partie du loyer payé aux propriétaires. D'accord ? Et donc là, on est à 130 milliards. Bon, donc on est dans du lourd. Conclusion qu'on va pouvoir tirer de tout ça, on va voir que, en fait, on vit dans des économies mixtes où, en fait, on va voir que la dépense publique, cette grande galeuse qu'est la dépense publique, en fait, elle soutient la moitié, vous avez bien entendu, la moitié de la consommation globale. D'accord ? Je vous ai dit tout à l'heure que la consommation globale, c'était 80% du PIB. Les 20% restants, c'est l'investissement. D'accord ? Et l'investissement, il dépend de quoi ? Il dépend de la consommation. Hein. Pourquoi ? Parce que les entreprises, elles investissent. Elles ne produisent pas des machines pour produire des machines pour produire des machines. Hein. Il faut bien que les machines, à un moment donné, ça serve à produire des biens ou des services de consommation, d'accord, des produits de consommation. Et donc, en fait, en France, mais c'est valable dans les autres pays, hein, avec des degrés variables, bien entendu. Mais en France, on a 80%, ça ce chiffre, c'est valable aux États-Unis aussi, 80% des débouchés globaux, c'est la consommation, 20% c'est l'investissement, qui dépendent beaucoup des 80% précédents. Et bien, sur les 80% de consommation du PIB, la consommation qui représente 80% du PIB, vous avez la moitié qui est soutenue directement ou indirectement par la dépense publique. Donc c'est colossal. Bon, approche production, je vous l'ai dit, valeur ajoutée brute par les administrations publiques, c'est 16% du PIB. Ça n'a pas beaucoup bougé, c'est pas énorme, d'accord ? C'est pas ça qui explique la croissance de la dépense publique sur longue période, en France ou ailleurs. Donc ça représente quand même 30% de la valeur ajoutée brute des sociétés non financières. Donc ça, c'est la première approche pour voir un peu le degré de socialisation. Mais là où la socialisation est très importante, c'est l'approche demande. 80% du PIB, c'est de la consommation. 1760 milliards de consommation, le reste c'est de l'investissement. Alors dans l'investissement, vous avez le rôle de l'État qui intervient. Hein. D'accord, les administrations publiques, enfin des collectivités locales d'ailleurs essentiellement. Hein, vous avez de l'investissement public, d'accord, qui est fait par l'État, mais surtout par les 60% c'est par les collectivités locales. Vous avez plein d'aides de l'État ou à l'investissement privé des ménages, etc. Bon, je m'attarde pas là-dessus. Ce qu'on va voir surtout, c'est que c'est là où la dépense publique joue un rôle majeur, c'est dans la socialisation de la consommation. La moitié de la consommation en France est directement ou indirectement socialisée. Quand je dis la moitié en France, on va voir que dans d'autres pays, ça peut être plus de la moitié ou c'est au minimum un tiers. D'accord ? Donc c'est dans tous les cas colossal. Qu'est-ce qu'on a dans la consommation ? Donc dans les 1760 milliards de consommation globale, on a d'abord 400 milliards, près de 400 milliards de consommation de services publics. Je vous ai dit, les fonctionnaires, ils contribuent au PIB. Et ça, c'est consommé, bon, très bien, ok, donc c'est les 393 milliards, 210 en individuel et 183 en collectif, très bien, ok, donc ça, il y a une part de la consommation qui est directement socialisée par la dépense publique, puisque c'est la consommation de services publics, ok. Mais ensuite, vous avez les transferts sociaux en nature, transformation en nature de produits marchands pour 130 milliards, consultation de médecine libérale, médicaments, allocation, logement, très bien. Les prestations sociales en espèces consommées, parce que les retraites, elles ne sont pas toutes consommées. Sur les retraites, il y a les retraités, passant un certain niveau de revenu, ils payent des impôts. D'accord ? Et puis, ils peuvent épargner. D'accord ? Et donc, en fait, si on prend l'hypothèse sur les retraites, si on fait des hypothèses très restrictives, pour pas gonfler le truc les chiffres, mais ou sur les 440 milliards là, de prestations sociales en espèces, il y en a 15% qui sont prélevés sous forme d'impôts et 15% qui sont épargnés, c'est les taux moyens qui existent dans la population, on arrive à 320 milliards. D'accord ? C'est-à-dire que il y a 320 milliards de consommation, retraite, allocation chômage, allocation RSA, etc., qui donnent lieu à consommation. D'accord ? Consommation, pour l'essentiel, auprès du privé, vous avez bien compris. Donc vous voyez bien comment il y a une imbrication entre dépenses publiques et activité privée. Et donc vous additionnez tout ça, donc les 393, les 134, les 320, vous arrivez à 847 milliards de consommation globale qui est soutenue, soit directement en consommation de services publics, soit indirectement par de la dépense publique. La moitié, 48%, la moitié de la consommation globale est soutenue par la dépense publique. Et là, c'est là que vous comprenez ce qu'on appelle les effets multiplicateurs. Le terme effet multiplicateur, c'est un terme un peu technique qui est rentré dans le débat commun quasiment il y a quelques années suite à
à la crise de 2008. Hein. La crise de 2008, c'est difficile de soutenir que c'est à cause de la dépense publique. Vous voyez ce que je veux dire, hein. D'accord. Bon, c'est le capitalisme financiarisé qui explose en plein vol. C'est les dettes privées qui explosent en plein vol, parce que les dettes privées sont beaucoup plus importantes que les dettes publiques. D'accord. En France, la dette publique, c'est 95%, les dettes privées, c'est 150%. Hein, donc, 2008, le capitalisme financiarisé explose, très bien. Et puis, donc les États interviennent, mais enfin, ils remettent pas en cause le néolibéralisme. Le noyau dur du néolibéralisme, c'est la finance libéralisée, le libre-échange, l'austérité salariale. Ils remettent pas tout ça en cause. Donc, résultat des courses, de notre point de vue keynésien, c'est pas bien ce qui a été fait, même si les États sont intervenus, et ça, c'est une bonne chose, pour éviter la dépression. Et puis, en Europe, en 2010, dès 2011, en Europe, alors que la crise était à peine surmontée, l'Europe dit, les institutions européennes disent, c'est la fin de la récréation keynésienne. Là, c'est bon, il faut faire un tournant vers l'austérité. D'accord. Alors que les dettes publiques étaient plus faibles en Europe qu'aux États-Unis. Hein. Les États-Unis sont à plus de 100%. Donc en Europe, en 2010-2011, l'Europe dit fin de la récréation keynésienne, il faut faire un tournant vers l'austérité. Et qu'est-ce qui se passe? Les pays qui ont été le plus loin dans l'austérité, la Grèce d'abord, mais aussi le Portugal, l'Italie, l'Espagne, se sont effondrés. D'accord. En Grèce, ils ont vraiment fait de l'austérité budgétaire. Parce que nous, en France, on a fait de l'austérité. Mais c'est de la gnognotte ce qu'on a fait en fait. Hein. Quand Hollande il dit ouais, je vais baisser la dépense publique de 50 milliards, ou quand Macron dit ouais, je vais la baisser de 100 milliards, d'abord c'est je vais la baisser par rapport à la hausse tendancielle prévue. Donc là où on a vraiment fait de l'austérité hard, c'est Grèce, résultat des courses, ce qui s'est passé en Grèce. Ils ont baissé la dépense publique en volume de 20 points, en volume, hein, pas en pourcentage, l'évolution en volume de la dépense publique. Les dépenses publiques ont vraiment baissé de 20% en volume. Ils ont supprimé les fonctionnaires, baissé les salaires, baissé les retraites, Résultat des courses, le PIB s'est effondré de 27%. Ah, mais oui, l'effet multiplicateur. Quand vous baissez la dépense publique, en fait, ça entraîne une chute de PIB. Et résultat des courses, votre ratio dépense publique en pourcentage du PIB, il baisse pas, hein. Oui, parce que vous avez baissé le numérateur sur le thème, la dépense publique est trop élevée. Oui, mais ça a entraîné la chute du dénominateur. Et donc, le ratio global, dépense publique sur PIB, il n'a pas baissé quasiment en Grèce. Donc, on voit le rôle majeur, des effets multiplicateurs. Mais là, on comprend. La moitié de la consommation globale est socialisée. Donc, bien sûr que les effets multiplicateurs sont très importants. La socialisation globale du revenu en France, on voit que sur longue période, ça progresse. Hein. La ligne rouge, c'est par rapport au revenu des ménages. On voit dans ce revenu des ménages qu'est-ce qui est socialisé. D'accord? Donc, le revenu des ménages, si vous voulez, c'est les salaires qui touchent, les revenus du patrimoine, moins les impôts directs qui payent, etc., etc. Mais aussi, on rajoute dans le revenu des ménages, on rajoute les prestations sociales. D'accord, bien entendu, les prestations sociales en espèces, mais aussi ce qu'on appelle les transferts sociaux en nature, dont ils bénéficient, éducation, santé, etc. Bon, et on s'aperçoit, on retrouve un peu la même ordre de grandeur que tout à l'heure, par une autre approche. La ligne rouge, là, on a la moitié, 45% du revenu des ménages qui est socialisé. D'accord, et on voit que la socialisation est croissante. D'accord, hein, on a commencé en 49, donc c'est croissant. On voit que l'État social, et ce qui est valable pour la France, c'est valable pour les autres pays. La tendance à la hausse, elle est valable pour tous les pays. L'État social est toujours là, y compris en dépit du tournant néolibéral. Hein. L'État social est toujours là on le voit. Et alors la ligne jaune qui est encore plus grande, c'est que j'ai rajouté la consommation de services publics collectifs. Parce que ça, c'est pas comptabilisé. Ça, c'était comptabilisé avant, mais quand on fait le revenu des ménages, on veut faire des calculs sur les inégalités, donc on l'a pas mis, donc là je le rajoute. Donc on arrive au fameux chiffre de 50% que j'aime bien avoir pour montrer à quel point on vit dans des économies mixtes. Sur les socialisations du revenu, donc la part des prestations sociales et des transferts sociaux en nature dans les pays. Donc là, je mets pas les services publics collectifs, hein, d'accord, je les enlève. Donc en France, je vous l'ai dit, c'est le chiffre de tout de suite, hein, c'est la ligne rouge de la graphie précédente. On est à près de 45%. Il y a des pays qui sont dessus de nous. Regardez le Danemark, il a 55, près de 55%, d'accord. La Suède était au-dessus, ça a baissé, mais enfin, elle reste quand même au-dessus de nous. Les États-Unis, c'est moindre, mais enfin, ils sont quand même à 25%, quoi. D'accord, il y a quand même 25% du revenu des ménages qui est socialisé par des prestations sociales. La Grèce, ça a augmenté, mais c'est factice, parce qu'en fait, là, ça a augmenté, c'est les effets dénominateurs. D'accord, c'est qu'en fait, le revenu a chuté, donc le ratio global a augmenté. Alors, vous avez vu, il y a à peu près 2 mois, un rapport de Thomas Piketty, un rapport mondial de Thomas Piketty sur les inégalités, d'accord, qui était très intéressant, qui montrait que les inégalités à l'échelle mondiale avaient augmenté, etc., etc. Très bien, très intéressant. Et en fait, on a eu des échanges avec Thomas Piketty. Je lui ai dit, c'est super ce truc, mais quand même, ce qui est un peu gênant quand on lit le rapport, c'est qu'on a l'impression que l'État social n'existe plus et redistribue plus rien. D'accord ? Et en fait, les travaux de Thomas Piketty sur les inégalités, et a fortiori ce rapport mondial, pour des raisons en partie d'accès aux sources, parce qu'il travaille sur les déclarations fiscales, etc., l'État est invisibilisé. D'accord ?
D'accord, le rôle redistributif des prestations sociales est complètement invisibilité. Et je dis c'est un peu dommage quand même parce que l'OCDE, qui est historiquement plutôt une institution très libérale, depuis les années 2000, c'est relativement récent, mais depuis les années 2000, il y a une division de l'OCDE qui publie des rapports absolument extraordinaires pour montrer à quel point l'État social, dans tous les pays du monde, aux États-Unis, etc., de façon plus ou moins marquée, mais dans tous les pays du monde, l'État social redistribue massivement. Grâce à l'État social, il y a une redistribution massive. Ce qui est valable en France, c'est valable dans les autres pays. Avec, je vous dis, mais la leçon est la même. Si on prend les revenus primaires, c'est les salaires et les revenus du patrimoine. Les inégalités, elles sont très fortes. D'accord ? Alors, on met de côté les retraités, parce que ça, les retraités, sinon, on est obligé de les mettre de côté à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas de salaire, donc ils vont tous se retrouver parmi les pauvres, alors qu'en fait, ils ne sont pas forcément pauvres. Bon, bref. Si on prend les revenus primaires, par exemple, en France, les revenus primaires, il faut savoir que l'ordre de grandeur qu'il faut garder, c'est les 20% les plus riches. Ils gagnent 8 fois plus de revenus primaires que les 20% les plus pauvres. D'accord ? Donc c'est beaucoup comme inégalité. Si vous prenez en compte la fiscalité, les riches payent plus d'impôts que les moyens, on était à 1,8, on passe à 1,7. Ça se réduit. Enfin, ça se réduit mollement. Si vous prenez en compte les prestations sociales en espèces, on passe à 1,5. Donc on était à 1,7, on passe à 1,5. Entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Et si vous prenez en compte la consommation de services publics, on passe à 1,3. Vous avez suivi ? On était à 1,8, les 20% les plus riches gagnent 8 fois plus que les 20% les plus pauvres, et au final, on arrive à 1,3. C'est quand même énorme comme réduction des inégalités. D'accord ? Bon, alors les plus riches, les 20% les plus riches, ils ont toujours 40% du revenu global, y compris socialisé. Mais peu importe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est énorme. Et en fait, la réduction des inégalités partout dans le monde, elle passe pas d'abord par la fiscalité. Elle passe par la dépense publique. D'accord ? C'est d'abord par la dépense publique, des prestations sociales en espèces, la consommation de services publics. Consommation de services publics, c'est tout bête, hein. Il y a plein de jeunes qui se lancent dans la vie, qui dans un premier temps sont jugés comme pauvres. En fait, ils seront pas pauvres toute leur vie. Mais ils ont des enfants. Donc, ça c'est calculé comme unité de consommation, d'accord ? Ça fait baisser leur revenu. Il y a un conjoint qui travaille, l'autre qui travaille, qui fait encore ses études. Ils ont des gamins, je sais pas quoi de ça. Ils sont dans les 20% les plus pauvres, mais grâce à la consommation d'éducation, de services publics pour leurs enfants, la santé pour les enfants, etc. En fait, ça réduit considérablement les inégalités. Et donc voilà, la dépense publique, l'État social joue un rôle majeur dans la réduction des inégalités. Qui était invisibilisé malheureusement dans le rapport sur les inégalités mondiales, qui était par ailleurs très intéressant. Et donc là, regardez, on a un chiffre là. Là, c'est sur les pays de l'OCDE, donc là, je parle plus de la France. Là. C'est simplement pour voir quelle est la part des transferts sociaux en nature. Qu'est-ce que ça ajoute aux revenus disponibles des ménages ? Donc, revenus disponibles brut des ménages, c'est quoi ? C'est revenus primaires, salaire, revenus du patrimoine, moins les impôts directs qu'on paye, les cotisations, d'accord ? Et plus les prestations sociales en espèces, ça, on les a rajoutées. D'accord ? Donc on a ce qu'on appelle le revenu disponible brut des ménages, c'est le pouvoir d'achat, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat généralement. D'accord ? Et maintenant on regarde par rapport à ce pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'apportent en plus les transferts sociaux en nature ? D'accord ? Transferts sociaux en nature, donc c'est quoi ? C'est éducation, santé, d'accord ? Essentiellement. Pour les 20%, donc on raisonne en quintile, les 20%, les 15 c'est les 20% les plus pauvres, Q5 c'est les 20% les plus riches. Ben, regardez, pour les 20% les plus pauvres, les transferts sociaux en nature, ça augmente leur revenu de 75%, ça fait quasiment doubler. D'accord ? Pourquoi ? Parce que je vous dis, dans les 20% les plus pauvres, il y a plein de jeunes qui se lancent dans la vie avec des enfants, ils consomment de l'éducation. D'accord ? S'il n'y avait pas ce service public éducation, ils seraient obligés de payer quelque chose qui coûterait une fortune. 75%, alors que pour les 20% les plus riches, on n'est qu'à 14%. D'accord ? Donc la dépense publique contribue massivement à réduire les inégalités, contrairement à ce qu'on dit. L'État social est toujours là. Et non seulement il est toujours là, mais on entend souvent dire que l'État social ne redistribue plus rien, etc. Ça, c'est des grosses bêtises. D'accord ? Ça joue un rôle majeur, massif.